Bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle émission de France 5 qui s'intitule sobrement Psychologie. Alors la psychologie, je pense véritablement qu'il faut habiter sur une autre planète pour ne pas en avoir d'ores et déjà entendu parler. Et peut-être pensez-vous un peu trop, et pas forcément toujours à bon escient. Eh bien sachez que nous sommes là pour vous prouver le contraire. Alors si les mots épanouissement personnel, équilibre vous titillent, vous parlent au coin de l'oreille, sachez aussi que nous avons d'ores et déjà un point commun. Psychologie vous proposera chaque dimanche une parenthèse de 52 minutes pour nous arrêter sur nous-mêmes, pour essayer de comprendre nos comportements personnels, pour essayer de savoir si nos difficultés relationnelles en couple, en famille ou au travail peuvent être arrangées ou doivent perdurer. Nous essaierons de trouver ensemble les solutions. Et nous avons décidé de commencer chaque dimanche notre émission par un petit volet ouvert sur le monde. Ça s'appelle l'air du temps. Pourquoi le monde? Eh bien, tout simplement parce que nous y vivons et que ce monde, eh bien, il parle de nous puisque c'est nous qui le faisons. Ces dernières semaines, le moins que l'on puisse dire, c'est que nos rapports avec nos aînés a été au centre de la polémique. Vous y aurez peut-être réfléchi. Nous aussi, je vous propose de découvrir ce que Christophe André, qui est psychiatre et psychothérapeute, peut nous en dire. Ce qui s'est passé l'été dernier a un nom en psychologie. Cela s'appelle le retour du refoulé. Nous avons réalisé brutalement quelque chose qui nous crevait pourtant les yeux. Il existe des personnes âgées dans ce pays. Elles sont fragiles et elles sont seules, souvent abandonnées. Ce retour du refoulé, c'est la conséquence d'une maladie qui tend à tous nous frapper, la gérontophobie. Du grec gérontos, âgé, et phobos, crainte. Le principal symptôme de la gérontophobie, ce sont des émotions désagréables provoquées par la vision de la vieillesse. De l'agacement souvent, car les défauts des personnes âgées, elles en ont, tendent à nous déranger de plus en plus. Du dégoût parfois, car leur corps n'a plus droit de citer dans notre société où seul ce qui est lisse, beau et frais est toléré. Enfin de la honte et de la culpabilité, car nous nous rendons bien compte que tout cela n'est pas très digne. Alors pour lutter contre ces émotions désagréables, nous avons recours à un bon vieux mécanisme de défense, le refoulement, qui consiste tout simplement à chasser de notre conscience tout ce qui la dérange. Par exemple, nous ne voulons plus entendre parler de la vieillesse, comme si c'était une insulte. Nous préférons utiliser des termes tels que troisième âge, bel âge, senior. Nous ne voulons plus non plus voir les vieux. Pour la première fois peut-être dans notre histoire, nous les parquons à l'écart de leur famille, de la rue, de la société, de la vie. Alors finalement, on leur fait payer quoi aux personnes âgées? La réponse est simple. Nous leur faisons payer nos angoisses et nos névroses avec l'âge et avec la mort. Voilà, nous vous livrons cette réflexion à prendre comme elle vient. Je ne sais pas si pour vous c'est facile à entendre, il me semble que c'est un peu dur, le constat est un peu difficile, mais enfin c'est aussi ça, prendre le risque d'écouter, et qui dit écouter dit parler, et figurez-vous que ça tombe bien, c'est le thème de notre émission, oser se parler. Ça n'est pas une chose aussi simple qu'il n'y paraît. Anne Parillo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est une réflexion que vous vous faites, se parler c'est compliqué? C'est pas une réflexion, c'est un constat. C'est un constat? Ouais. Depuis quand vous le faites? Depuis très 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 longtemps. C'est une chose qui vous a préoccupé Dès mes premières années, je crois, en fait. Puisque moi, ça a commencé avec ma famille en premier. Donc j'ai tout de suite été propulsée dans un monde où je me suis sentie incomprise et où j'ai senti que la communication était définitivement quelque chose qui n'était pas établi, qui n'était pas vu essentiel aux yeux des autres et qui ne pensait pas forcément que le problème de base était celui-là. Et que je pense que énormément, enfin la somme des conflits humains pourrait vraiment se résumer dans ce mot-là, quoi. Même de ce que je vois du reportage qu'on a vu, en fait. Quand on voit ça, on a l'impression que pour moi, c'est un effet, mais la cause qui est derrière ça, ou même la cause derrière cette maladie dont il parle, que je connaissais pas, enfin ce problème psychologique dont il parle, il y a un problème de communication aussi au départ, sûrement derrière. Ça passe par les mots. Je vais vous présenter votre voisin, Anne. Il s'agit de Jacques Salomé. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous allez nous expliquer ce matin les mécanismes de la communication. Vous êtes formateur en relations humaines et puis vous êtes l'auteur de très nombreux best-sellers. Pourquoi est-ce diable si compliqué de se parler, Jacques? C'est compliqué parce que d'abord c'est un besoin fondamental. Nous avons besoin de nous relier, ce qui ne veut pas dire être attachés.
Quand je demande aux gens, est-ce que vous connaissez vos besoins? Les gens aujourd'hui sont de véritables experts pour les besoins du corps, de la santé. Mais quand je demande, connaissez-vous vos besoins relationnels? Là, il y a un moment de silence. Alors, je vais en rappeler 6, par exemple, qui sont aujourd'hui, je crois, maltraités par notre société. Besoin de se dire, mais avec des mots à moi. Besoin d'être entendu, mais entendu dans le registre dans lequel je parle. Besoin d'être reconnu, reconnu tel que je suis, non pas tel que l'autre voudrait que je sois. Valorisé, avoir le sentiment que j'ai une place, de la valeur. Besoin d'intimité qui est très maltraité aujourd'hui par les agressions extérieures, et puis besoin d'exercer une influence sur les autres. Bien, ces besoins relationnels, ils sont maltraités, ils ne sont pas entendus, et ils nous mettent souvent en souffrance. Ça a un écho chez vous? Vous vous sentez maltraitée, Anne? Moi, parmi tant d'autres, je pense vraiment que c'est un problème de généralisé, quoi, qui est un problème grave. Et mais moi, je repartirais dès l'enfant. Je pense que déjà, dès le départ, on n'écoute pas les enfants. Donc, il y a un vrai problème, puisque forcément, ces enfants non écoutés vont devenir des futurs adultes qui ne savent pas communiquer, puisque c'est pas quelque chose sur lequel on les a initiés. Et donc, forcément, c'est une chaîne sans fin. Même une spirale, je dirais, parce qu'en fait, ça s'aggrave. Les sociétés futures vont être basées sur des normes qui sont loin de ce qui devrait nous relier, comme vient de le dire. On parle de parler, et tout de suite, vous dites écouter. Évidemment, ça va ensemble. C'est vous, visiblement, c'est votre métier. Écouter sur un plateau, j'imagine, quand on joue, on doit énormément écouter. Est-ce que c'est plus facile d'écouter que de dire? Je pense que ça va pas l'un sans l'autre. En tout cas, même si on prend la métaphore d'une scène entre deux comédiens, on arrive parfois même à filmer celui qui écoute plutôt que celui qui parle. Parce qu'en fait, l'importance est identique et que c'est un problème de réaction. Et que la réaction se crée que dans l'alchimie de l'écoute et de la parole. Vous en pensez quoi, Jacques Salomé? Tout à fait, c'est que communiquer, ça veut dire mettre en commun. Donc la question va être quoi et comment. Donc, c'est vrai que la partie aveugle de la communication, c'est l'écoute. Au fond, nous avons une demande fondamentale, c'est d'être entendu. Mais être entendu, ça ne veut pas dire que l'autre doit être d'accord avec nous. Ça veut simplement dire que ce que je dis arrive jusqu'à l'autre et que j'ai le sentiment que c'est reçu. C'est être reconnu, ça. Alors ça rejoint le besoin de reconnaissance, etc. Tout à fait. Mais et ce qui manque le plus peut-être aujourd'hui, et Anne Parillaud le rappelait, dans l'enfance en particulier, les enfants ne se sentent pas entendus. Et ils réclament cela, alors parfois par des comportements atypiques ou anarchiques. Il y a quelque chose que vous appelez le ong-ong. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors ça, c'est le fait de... dont nous avons parlé de la difficulté à écouter, mais il y a aussi la difficulté à se dire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire se dire? Ça veut dire se dévoiler. Ça veut dire prendre le risque de se montrer et donc d'être jugé, de ne pas être entendu exactement tel qu'on veut s'exprimer. Ça veut dire être étiqueté, voire rejeté. Donc, c'est pour ça que nous avons une responsabilité quand on prétend ne pas être entendu. Soit on parle effectivement en termes de on, j'appelle ça la relation orang-outan, on, où on parle des autres, on parle sur l'autre, tu, c'est la relation klaxon. Et moi, j'enseigne qu'il vaut mieux apprendre à parler de soi, envoyer des messages je, plutôt que de dire tu me déçois, tu m'as fait passer pour un idiot. Alors je suis déçu plutôt que tu me déçois. Voilà, je suis déçu ou j'ai eu l'impression de passer pour un idiot devant les autres à travers ce que j'ai entendu. C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire ce que l'autre a dit. On ne peut dire que ce qu'on a entendu. C'est un bon exercice, ça d'ailleurs, à faire. Oui, ça veut dire qu'on a aussi conscience donc de l'erreur qu'on a fait. Parce que si quelqu'un vous dit tu me déçois, c'est un jugement effectivement qu'on porte sur l'autre qui peut être totalement erroné, mais c'est un exercice totalement différent que de prendre la parole et de dire je suis déçu. C'est pour ça que c'est risqué. Il y a deux pièges dans la communication humaine. L'accusation de l'autre, c'est ta faute, t'es jamais là, tu comprends pas, on peut pas discuter avec toi, ou l'auto-accusation. Oui, mais moi j'ai pas fait d'études, toi tu as eu des parents qui t'aimaient, les miens ont divorcé. Et je propose ni accusation, ni auto-accusation, responsabilisation. Je vous propose de découvrir maintenant une jeune femme, elle s'appelle Virginie Elbling. Elle a bien voulu se prêter au jeu de l'autopsie. Virginie, elle réfléchit depuis de longues années à ces problèmes de communication, qu'elle appelle très joliment d'ailleurs son mal à dire. C'est un reportage d'Alice Cohen et de Alain Jomier. C'est moi, Virginie Elbling. On voit aussi élève appliqué, bon travail, élève très gentil et un peu timide. Et ça me correspond très bien. Et timide, oui c'est vrai que j'ai grandi avec cette timidité. Et quand j'ai eu 5 ans, j'ai
je me suis complètement repliée sur moi et j'ai arrêté de communiquer. Je ne m'affirmais pas. Ma vie, mon existence se faisait dans le silence. On me met dans le silence. Quand je dois prendre le téléphone, s'il y a une implication un petit peu personnelle, répondre à une annonce comme ça m'est arrivé par le passé pour obtenir un entretien, je suis capable de tourner pendant 2 jours autour du téléphone, ce qui nuit quand on doit répondre à une annonce, ça nuit. J'ai des vertiges, le souffle court, je fais des allers-retours, heureusement que personne ne me voit. J'ai des rituels aussi où j'écris ce que je vais dire, ce qu'on va me dire. J'ai besoin d'ancrer mes peurs, mes terreurs et mes espoirs sur le papier en me disant voilà, si on me dit ça, je réagirai comme ça. Ouais, enfin, moi, je suis pas obligée de leur dire tout non plus. Hein. J'ai un regard très dur sur moi. Je suis sans concession et ouais, je suis très dure avec moi. De quoi j'ai peur? C'est abstrait. De quoi j'ai peur? Quand je passe devant des boutiques où il y a toujours ce moment où je vais me demander est-ce que je vais pouvoir entrer et il va falloir demander le prix et juste ces moments d'anticipation sont assez pénibles. Je pense qu'il faudrait que je trouve le moyen d'affirmer cette conscience que j'ai d'être un être humain, mais cette conscience, je l'ai qu'avec mes enfants. J'ai l'impression que mes enfants sont ma conscience d'être humain. Oh, Trésor. Moi, j'ai des devoirs ce soir. Avec eux, je parle. Je dis tout. Je parle de tout. Avec eux, je deviens une personne formidable. Une personne intelligente, intéressante, une personne qui va braver les autres. Je suis capable de me planter au milieu du boulevard et d'aller braver les automobilistes qui ne veulent pas nous laisser passer. Je suis incapable de le faire toute seule. Avec les enfants, mais c'est vrai, avec les enfants, je suis capable de téléphoner, d'aller me battre. C'est pas pour leur prouver que je suis formidable, c'est parce qu'ils me rendent formidable. C'est pas ça. Ils me rendent formidable. Mes enfants, c'est mon amour, c'est l'amour que j'ai pour moi. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est me mettre à mon compte en tant que lectrice publique. Donc c'est le challenge maintenant de ma vie, c'est d'arriver à communiquer en dépit de ce mal à dire que j'ai. Les livres quelque part me protègent. C'est très pratique pour se cacher derrière. Les yeux sont fixés, on n'est pas obligé d'affronter le regard des autres. Le miroir brisé. Le miroir brisé. Le petit homme qui chantait sans cesse, le petit homme qui dansait dans ma tête, le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de soulier et toutes les baraques de la fête tout d'un coup se sont écroulées et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette fête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée et fragile, enfantine et désolée venant de loin et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur où remuaient, ensanglantés, les 7 éclats de glace de ton rire étoilé. Tu es beau. Et Virginie est avec nous, elle ne manque pas d'humour. Comme vous venez de le voir, je vous présente Anne et Jacques, Anne Parillo, Jacques Salomé, Virginie qui est avec nous. Virginie, on veut bien vous croire, vous avez du mal à parler, mais vous savez choisir vos mots. Et d'ailleurs, vous les adorez, les mots. Oui. Hein, vous les aimez beaucoup, hein? Oui, bah oui, sans les mots, j'ai toujours vécu avec des mots dans ma tête, des mots dans les livres. Et maintenant, les mots que je voudrais apporter aux autres, c'est... C'est un défi pour vous d'être là? Ah oui, ça c'est un défi, oui. Oui, c'est... Oui. Oui, d'accord. Alors, je suis très émue. cette incapacité, vous avez une passion pour les beaux-arts. Vous avez fait les beaux-arts jusqu'en 3e année. Oui. Et vous avez dû quitter les beaux-arts à cause de cette incapacité à parler. Est-ce que mes mots sont justes? Incapacité à parler, c'est juste? C'est pas vraiment ça, je sais parler. Mais est-ce que je sais parler des bonnes choses? Est-ce que j'ai les mots justes? Ça, c'est moins évident. Est-ce que je sais parler de moi? Est-ce que je sais parler de ce que je fais, de mon travail, de mes œuvres?
c'était moins évident. Je disais que vous aviez de l'humour tout à l'heure. Quand vous avez arrêté les Beaux-Arts, vous avez entamé des études de sciences du langage, Virginie. De sciences du langage et de communication, ce qui est un comble. C'était passionnant pour vous? Oui. Oui. Oui, j'ai fait ça par passion, c'est-à-dire qu'en arrêtant les Beaux-Arts, j'ai fait un renoncement avec une alternative, j'avais un choix. J'ai rarement renoncé dans ma vie sans avoir de choix de l'autre côté. Donc ça me permettait de ne pas avoir de regrets, de laisser quelque chose que j'aimais pour aller vers quelque chose d'aussi fort, de plus fort. Et c'est vrai que les études de linguistique, de communication, ça s'est imposé comme une espèce d'évidence. Il fallait que j'aille étudier le fonctionnement du langage, la communication, c'était très... Ça vous inspire quelque chose, Anne? Moi, je comprends totalement, en fait. Sauf que... Je dirais peut-être juste un autre terme, mais là, je parle effectivement de mon point de vue, c'est peut-être pas du tout ce que vous ressentez, mais... quand vous dites tout à l'heure que votre incapacité à vous parler et à parler de vous, moi, ce que j'entends, c'est un manque d'amour pour soi, en fait, et donc forcément venant d'un manque de confiance. Et alors, pareil, moi, je suis très basique, en fait, je reviens très vite à l'origine et je cherche pas à compliquer les choses parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, tout vient de la base et surtout de l'amour qu'on a reçu ou pas. Et j'ai envie de partager le monde en deux, en fait. Ceux qui ont été aimés et se sont sentis exister dans une famille avec des parents et ceux qui ne l'ont pas été. Et qu'à partir de là, les deux fabrications, ça se ressent tout de suite. Quand on sent tout de suite quelqu'un qui a reçu ça et qui ne l'a pas reçu, et ce que ça provoque, c'est effectivement une haine de soi quand c'est dans le pire des cas, et qu'à partir de là, il y a une capacité à tout, en fait, puisqu'il y a un manque de oser parler de soi, dire qui on est, parce que tout simplement, ce qu'on est, c'est rien. Moi, je suis le père de 5 enfants, j'ai beaucoup grandi. Je me suis un peu reconnu parce que j'étais un infirme de la communication. Et je trouve que les enfants, c'est notre part d'éternité. Et peut-être que le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, contrairement à ce que les gens croient peut-être, ce n'est pas tant de les aimer que de leur permettre de s'aimer. Et l'amour de soi, pour reprendre votre terme, ne vient pas de l'amour qu'on a reçu. L'amour de soi, ça veut dire l'amour de bienveillance, l'amour de respect, il vient de la qualité des relations que nous avons reçues des personnes significatives dans notre vie. Papa, maman au début de la vie, des amis, des enseignants, plus tard une relation amoureuse ou une relation... Ça veut dire de l'attention, une écoute, une parole qui est du donnée. respect, une responsabilisation, pas une mise en dépendance. Sentir qu'on a une valeur. Parce que je rappelle toujours que l'amour parental, c'est le seul amour qui est donné à un enfant pour lui permettre un jour de nous quitter. Donc pour qu'il puisse nous quitter, il faut qu'il ait une sorte d'autonomie, de consistance, de confiance en soi et d'amour de soi. Merci vraiment beaucoup, Virginie, d'avoir fait l'effort. Vous en êtes très bien tirée, franchement. Est-ce que c'était si désagréable que ça, finalement? Pas désagréable, non, c'est pas désagréable, mais c'est toute une démarche qui, pour moi, c'est un chemin. Je me suis mis des briques et puis je marche dessus. Écoutez, merci de les avoir menés jusqu'à nous. Oui, Anne? Il y a juste une chose aussi que je voudrais rajouter, c'est quand elle parle de l'amour qu'elle finalement finit par avoir pour elle-même parce qu'elle a des enfants et que maintenant elle est mère, c'est pour moi aussi une évidence en fait, parce que si, comme le dit Jacques Salomé, on n'a pas eu ces bases pour se construire, finalement il va falloir qu'on les retrouve à un autre moment et sous une autre forme, et qu'en devenant mère, elle reçoit de l'amour de ses enfants. C'est un amour inversé, au lieu de l'avoir reçu des parents, elle va le recevoir de ses enfants. Et elle va pouvoir permettre de vivre et d'exister grâce à l'amour de ses enfants et normalement grâce à l'amour d'un autre être, puisque c'est ça aussi qui fait qu'on va finir par s'aimer à travers l'amour de l'autre, puisque nous, on ne s'aime pas tout seul en fait. Donc c'est beau. J'ai entendu dire quelque part sur cette chaîne que c'était aussi les enfants qui faisaient les parents, effectivement. Alors nous sommes attachés jusqu'à maintenant à des exemples personnels au travers de Virginie ou de ce que vous nous racontez, Anne. On va essayer de généraliser un petit peu et je vous propose de regarder une situation somme toute caricaturale, mais dans laquelle vous pourrez retrouver des comportements que nous avons tous. Nous avons choisi d'essayer d'illustrer le couple et je vous propose de découvrir en dessin animé un couple de trentenaires. Nous les avons baptisés Roger et Anita. Je peux te parler un moment, mon chéri? Et c'est très important. Tout de suite, là, maintenant, c'est vraiment urgent? Parce que là, tu vois, je suis crevé, j'ai passé la journée à écouter les gens, j'ai vraiment besoin de décrocher. Et puis, il y a un truc pas mal à la télé. Écoute, c'est vraiment important. Tu peux bien m'accorder 5 minutes, quand même. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe?
Je me demande si tu m'aimes autant qu'au début. Parce que ces derniers temps... Oh, arrête, tu me demandes ça au moins 10 fois par jour. Tu le sais bien que je t'aime. Oui, je sais. Mais parfois je doute. Je te trouve pas très tendre. Moi, j'ai besoin que tu me le dises plus souvent, qu'on se parle plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout va bien, on n'a pas besoin de se parler pour ne rien dire. On est heureux, non? Oui, on est heureux. Mais tu crois pas qu'on pourrait être encore plus heureux? Tu sais que je voudrais un bébé. Je vais quand même pas attendre d'avoir 40 ans. Ouais, je l'attendais ce coup-là, le coup du bébé. Tu me le fais à chaque fois. J'en ai marre, je ne veux pas de bébé. Je ne suis pas prêt, je te l'ai dit 100 fois. C'est ça. Alors pour faire l'amour, tu es toujours prêt, hein? Mais pour m'écouter, jamais. Bien, tout ça est très caricatural, évidemment. Néanmoins, ce genre de situation, j'ai Dieu souvenir, ça existe. Est-ce que vous ne pensez pas que la communication, à l'intérieur du couple, ça n'est pas presque l'endroit où elle est la plus fragile? Mais c'est évident, mais c'est les fameux enfants qui ont grandi et qui donc ne s'en sortent pas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on les a pas initiés à écouter et à parler, et donc c'est le chaos. C'est le chaos dans la relation, et c'est bien triste, oui. Qui ne l'a pas vécu. Jacques Salomé, est-ce que dans cette situation, essayons d'être technique, est-ce qu'il y a des erreurs qu'on peut éviter juste techniques? Ah, tout à fait. Là, par exemple, cette femme, pour dire deux choses importantes, une demande indirecte, un besoin d'être rassuré, est-ce que tu m'aimes encore? Et puis une demande plus profonde, je voudrais un bébé, est-ce que c'est aussi ton désir? Je crois qu'elle ne choisit pas le bon moment, donc elle se piège elle-même d'une certaine façon, parce que je suis responsable aussi de l'écoute que je veux avoir. Et puis, moi, c'est plus fort que nous, bien souvent, malheureusement. Il faut que ça sorte là maintenant. Oui, puis est-ce qu'elle n'a pas choisi le mauvais moment inconsciemment, finalement, parce qu'elle sait que... Oui, mais ça, s'y entend dans les interprétations. Alors, techniquement, moi, choisir ce que j'enseigne, si je suis responsable de mon bout de la relation, donc si je veux être entendu, je dois me donner les moyens d'être entendu. Alors dans ce cas-là, ce que moi je propose par exemple, c'est visualiser. Alors j'ai amené quelque chose. Cette femme par exemple pourrait montrer son désir. J'ai le désir d'un bébé. Mais de façon, voyez-vous, à ne pas être confondue avec son désir. Vous voulez dire qu'elle montre un objet, j'ai ce désir. Mais peut-être que montre-moi le tien, montre-moi ton non-désir. Parce qu'au fond, ce qui est rejeté, c'est pas la personne. Tandis que là, vous voyez, elle s'identifie à son désir. Donc, comme le mari rejette le désir, elle se sent rejetée également à travers cela. Donc j'enseigne cela, ne pas confondre la personne et le comportement, ne pas confondre la personne et son désir. Elle se donnerait plus de chances d'être entendue. Voici mon désir, où en est le tien? Peut-être qu'il oserait lui dire, je n'ai pas le même désir que toi. Mais on peut le faire avec des mots ou il faut le faire avec un objet? Le montrer, j'enseigne ça, c'est un des outils de la communication. J'ai appris cela, j'ai 68 ans, que les mots sont nécessaires, indispensables pour communiquer, mais qui ne sont pas suffisants pour établir une relation vivante, qu'il faut quelque chose de plus, des outils. Les quelques outils que j'enseigne, c'est la visualisation, montrer ce dont je parle, pour ne pas être confondu avec ce dont je parle. Mais en vous écoutant, quand vous mettiez la poupée devant vous, on comprend très bien ce que ça veut dire, et en même temps, en vous écoutant, on se dit c'est complètement gonflé. Enfin, moi, si je fais ça en rentrant chez moi, il va me regarder, il va me dire t'es folle. Oui, mais ça, alors, ça s'appelle la répression imaginaire. Ça veut dire qu'on pense à l'avance, mais moi, j'ai fait ça avec des ministres, j'ai fait ça dans de centaines de situations, et ça marche, ça marche. Quand mon fils m'a dit, papa, ton désir que je fasse du piano, il est chez toi, et qu'il m'a remis un petit piano miniature, ça c'est ton désir à toi, il m'a sorti une petite clarinette miniature, il m'a dit, et ça c'est mon désir à moi d'apprendre la clarinette, j'ai bien compris que je lui imposais mon désir, et que c'était pas le sien. Anne, c'est juste que j'ai l'impression que ça demande un confort de vie pour être prêt déjà à prendre le temps, à demander le temps de l'autre, pour instituer justement une relation confortable. C'est-à-dire où on est déjà dans un éveil de conscience important pour moi quand on prend justement un outil ou qu'on prend ne serait-ce que le temps de parler, parce que la communication ça prend du temps et que les gens n'ont pas le temps. Et si en plus il faut aller chercher les accessoires au moment où on a envie de dire telle ou telle chose qui ne sont pas forcément là, je me dis simplement que ça ne doit pas forcément fonctionner dans tous les milieux et tout le temps. Est-ce que ça veut dire que la spontanéité est impossible dans... Si, elle est possible, la spontanéité, mais il faut être aussi conscient des choix qu'on fait. Nous avons fait des mauvais choix depuis quelques décennies. Nous avons privilégié la communication avec le lointain. En quelques secondes, je parle à quelqu'un qui est à 15 000 km. C'est bien ça. Mais je vais mettre 6 mois. Non, je vais mettre 6 mois pour adresser la parole à ma voisine de palier qui prend le même ascenseur que moi. Je ne parle pas à ma partenaire. Alors c'est vrai que ça demande... Vous avez prononcé deux mots forts,
la prise de conscience, mais enfin, ma grand-mère disait que la prise de conscience n'est pas suffisante. J'ai pris conscience que le pneu arrière de mon vélo est crevé, il faut c'est changer curieux, ça n'a maintenant. pas regonflé. Ouais. Donc il faut quelque chose de plus, prendre des moyens, et puis moi j'en propose. Je vais vous en sortir un autre moyen, si vous acceptez. Allez-y, allez-y. Eh bien, je le montre avec Anne, découvrir que dans une relation, nous sommes toujours trois, l'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous, et que cette relation, elle a deux bouts. Nous avons tendance toujours à parler sur le bout de l'autre. Moi, je préfère être responsable à ce bout. N'en dites pas trop parce qu'on en verra plus tout à l'heure, toujours à propos de cette méthode. Ça serait bien le comble si dans cette émission qui est consacrée à la communication, nous ne vous donnions pas à vous la parole avec ce vilain outil qui est Internet. Le mot de passe, c'est www.france5.fr, rubrique psychologie. Et de l'autre côté se trouve Martin Rubio. Bonjour Martin. Bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de psychologie.com et vous êtes depuis le début de l'émission relié aux internautes qui vous posent des questions. Alors, Eh bien, lié à cette difficulté à communiquer avec l'entourage, il y a des situations où l'absence de mots se traduit plutôt par de l'agressivité. On a par exemple Jean-Claude de Grenoble qui dit que depuis environ 2 ans, il n'arrive plus à communiquer avec sa femme, il n'a jamais le dernier mot dans les discussions. Ses propres enfants commencent à le dénigrer parce que justement, dans la communication, il est souvent perdant. Il dit « je culpabilise et je sens monter une agressivité en moi ». la violence en réponse au silence ou à la prise de parole qu'on n'arrive pas à prendre, c'est classique. Oui, alors, 2 choses là. Pour reprendre ce que dit Yann, c'est vrai que il y a un malentendu fondamental entre les hommes et les femmes. Les hommes parlent plutôt dans ce registre-là, ils sont plutôt cérébrales, ils parlent en termes de généralisation d'idées. Les femmes parlent, vous voyez, plutôt dans le registre du ressenti, Oui. des émotions, du vécu. Et ça introduit un très grand décalage. Alors ça donne à l'un et à l'autre le sentiment, soit qu'il ne peut pas se dire tel qu'il voudrait, soit qu'il n'est pas entendu. Et c'est vrai que quand il y a le silence des mots, MOTS, va se réveiller la violence des MOX, MAUX, et qu'il y a des passages à l'acte. Regardez autour de vous la violence conjugale. L'enquête d'il y a quelques années a montré que 4 femmes mariées sur 10 vivent des violences. Alors, vous avez mis au point une méthode dont vous nous avez montré un petit bout avec ce ruban de communication. Ça s'appelle la méthode ESPER. Alors là, je livre à votre sagacité énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. C'est compliqué, dites donc ESPER, Non, les c'est mieux. mots-clés, c'est écologie relationnelle. Écologie relationnelle. Basée sur l'hygiène relationnelle, selon vos propres mots, nous avons suivi, nous, Brigitte Tissot, qui a fait un stage de 2 jours dans votre institut. Elle tentait de régler un conflit avec sa meilleure amie. C'est un reportage de Jamie Chen. Il y a une relation qui vous relie. Simplement, habituellement, ça ne se voit pas, la relation. C'est un pont, une passerelle ou un canal entre 2 personnes, mais ça ne se voit pas. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser l'écharpe comme symbole de la relation. Mon amie s'appelle Véronique. Elle vit à Madagascar, une amie de 30 ans. Voilà. Dans une conversation à 4, j'ai dit quelque chose qui l'a froissé, j'ai senti un malaise. Donc je l'ai appelé au téléphone et je lui ai demandé de s'expliquer, enfin de me dire d'aller plus loin. Et là, j'ai entendu un tas de jugements. Donc, toi, tu te retrouves avec toute une série de messages négatifs. Voilà. Donc, première des choses, tu les as entendus. Alors, je vais t'inviter à ne pas le garder, à l'écrire, et je te proposerai ensuite de lui renvoyer, symboliquement. C'est toi qui es responsable de cette partie-là de la relation et de ce que tu fais avec les messages poison. Je t'invite à lui restituer. Voilà, Véronique. J'ai écrit tous ces messages, tous ces jugements. C'est bien ton regard sur moi. Je te le laisse. Je le laisse chez toi. Je te le rends même. Je te le rends. Donc voilà ton émotion. Je t'invite à ne pas la bloquer, à s'appuyer sur elle. Bah oui, je crois que ça réveille une vieille blessure. Qui est... une série de disqualifications qui me viennent de ma mère et qui étaient aussi des jugements qui étaient quasi à l'opposé de ce que
de ce que moi je me ressentais être. Donc c'était quand que tu t'es sentie disqualifiée par ta mère? Quand j'étais petite fille. T'avais quel âge? Je pense que ce dont je me souviens, j'avais 4-5 ans. Donc ici, tu serais la petite Brigitte de 4-5 ans en relation avec sa maman. Donc elle envoie des messages disqualifiants. Est-ce que tu acceptes de prendre quelqu'un pour les représenter, pour pas confondre ta mère avec ces messages? Donc voilà. C'était quoi, ces messages? T'es bien une fille. T'es bien une fille. On fera jamais rien de toi. Oui, mais dont je me souviens pas. Mais ça met en jeu. Le fait que je sois une fille. Et Brigitte est avec nous. Bonjour Brigitte, soyez la bienvenue. Vous venez de vous voir là, qu'est-ce que vous avez vu? C'est peut-être difficile pour vous de regarder ça? Oui, c'est difficile. C'est à la fois difficile et puis c'est quelque chose que j'assume. Et que vous connaissez, vous l'avez fait? Je connais. Est-ce que c'était la première fois que vous assistiez à un de ces stages? Non, ce n'était pas la première fois. Ça fait 2 ans que je suis des ateliers de communication relationnelle. Avec une association, et voilà. Donc c'est une méthode que je pratique depuis... Donc la première fois, est-ce que vous avez été surprise par la manière, parce que c'est assez surprenant, on va en parler ensemble, c'est vrai que ça peut peut-être un peu dérouter. Est-ce que vous avez été surprise par la manière dont ça se passe? Oui. Oui? Oui. En fait, la première fois que j'ai rencontré la méthode Esper, c'était il y a longtemps. C'était Jacques qui était encore en activité, Monsieur Salomé. Et la toute première fois que j'ai rencontré cette méthode, en fait, j'ai passé 2 jours à pleurer. Voilà. Je ne connaissais pas les outils. C'est très malheureux de pleurer. Non, c'était très bon. C'était très bon? Oui. Pourquoi? C'était une libération. C'était quelque chose qui se dénouait quelque part, dont je n'avais encore aucune idée. Voilà, c'était un lâcher-prise, je crois que ça s'appelle comme ça. Maintenant, depuis, j'en ai eu d'autres. Et voilà, c'est... Dans le sujet, on vous voit là, vous avez vraiment, véritablement l'air en souffrance. Je veux dire, vous ne marrez pas, hein, et ça se voit. Vous n'avez jamais envisagé de vous tourner vers autre chose, peut-être une thérapie? Non. Non? Non, c'est très concret. Cette souffrance, elle est réelle, et elle est, je la sens, je la vis, c'est moi aussi. Et j'ai l'impression que je suis active, auteur, je peux faire quelque chose avec ça. Si je veux faire quelque chose avec ça et de la dépasser éventuellement, il faut d'abord que je la regarde. Donc voilà, je la regarde, je la ressens. C'est la méthode qui vous va, c'est la méthode qui vous convient. C'est la méthode qui me convient, oui. Jacques Salomé, quand on regarde, c'est effectivement très surprenant. C'est comme la poupée tout à l'heure, c'est quelque chose, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quand même un peu? C'est un peu. Est-ce que c'est pas un peu brutal? Est-ce que ça peut ne pas l'être? Non, c'est une vraie question que je vous pose. Mais une relation ayant 2 extrémités, je suis responsable de la façon dont je reçois le message. Donc, avec les mêmes mots, je peux me blesser de ce que vous me dites. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Nous sommes responsables de ce que nous envoyons. En fait, je vais résumer. Nous envoyons 2 types de messages. Des messages que j'appelle cadeaux, positifs, qui vont agrandir la vivance de la vie, la confiance en soi, l'énergie de l'autre, ou des messages toxiques qui vont blesser la vivance de la vie, qui vont entretenir des souffrances ou les réveiller, qui vont être énergétivores, qui vont bouffer de l'énergie et qui vont entraîner la personne à perdre l'amour ou la confiance en lui-même. Donc ce que j'enseigne, c'est que quand je reçois un message toxique, je ne dois pas le garder, mais je dois le restituer. Quand vous avez mangé quelque chose qui ne vous convient pas, qu'est-ce que fait votre corps? Il le rend, il le vomit. C'est curieux que nous faisions ça avec la nourriture, mais que nous ne faisons pas ça avec des messages qui sont d'une violence inouïe.
mais que nous allons garder pendant des années à nous et qui vont être de véritables bombes à retardement. Alors, en vous entendant, c'est effectivement très logique, mais est-ce que ça ne peut, pour certains, peut-être trop violent? Je ne sais pas. C'est surprenant dans un premier temps. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas entretenir le système dans lequel nous vivons depuis des siècles. Et regardez autour de vous, qui produit beaucoup de malentendus, beaucoup de tensions, beaucoup de souffrances. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais autant eu de gens qui sont en psychothérapie, qui sont suivis, assistés. On vit dans une culture de l'assistanat. Les maîtres mots... Et là, ça n'en est pas? Votre méthode n'en est pas? Ah non, C'est ce que vous disiez tout à l'heure, entraîne la acteur. responsabilisation. Ah oui. Vous avez entendu ce que dit Madame Tissot, elle dit « je suis auteur de moi-même » au sens vraiment fort du terme, s'autoriser à... Je suis responsable, ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi... Je peux agir maintenant sur mon histoire. Et vous n'auriez pas ce sentiment-là en suivant une thérapie? Je ne sais pas. Je sais pas, puisque je n'en ai pas suivi, mais en tout cas, cette méthode, voilà, Jacques, on peut considérer que c'est une thérapie, la méthode Esper? Non, justement, c'est une différence. Vous avez beau passer 10 ans sur le divan d'un psychanalyste, vous n'apprendrez pas nécessairement à mieux communiquer. Vous aurez résolu des tensions, vous aurez moins d'angoisse, vous serez mieux dans votre peau. Donc si ça n'est pas une thérapie, il ne s'agit pas de guérir en pratiquant ces stages? Non, il s'agit d'apprendre à changer. Qu'est-ce que c'est au fond se former? C'est devenir un agent de changement, d'abord pour soi-même, éventuellement pour son entourage et pour les autres, mais surtout pour soi-même. Ça vous tente, Anne? Mais je pense qu'effectivement, il y a plusieurs méthodes. Il y a celle-là, effectivement, où Madame est actrice et auteure de ce qu'elle entreprend. Mais je pense là aussi que ça correspond aux natures. On a tous des natures qui sont et à la fois d'origine et à la fois éducative. Et en fait, il faut trouver la méthode qui vous convient. Il y en a, la violence, ça convient très très bien. Et il y en a, il faut absolument de la douceur. Et il y en a, il faut que ce soit personnel. Et il y en a, il faut que la vie les éveille à quelque chose. Donc, je pense qu'en fait, il faut arriver à trouver pour chacun d'entre nous quel est le format qui nous convient pour arriver à... Mais alors, comment peut-on savoir, si je pense à vous qui êtes de l'autre côté, pourquoi, tiens, j'essaierai bien la méthode Esper, mais peut-être c'est trop violent ou pas assez doux pour moi, j'en sais rien. Comment on fait pour savoir? Aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y a un éventail de propositions. Regardez toutes les propositions qui sont dans la revue Psychologie. Donc, il y a un éventail de propositions et comme dit Anne, chacun... Oui, mais comment je fais pour savoir si c'est pas trop violent pour moi? Bien, il faut y aller. Non mais c'est vrai parce que la psychanalyse par exemple, être sur un divan effectivement va pas forcément nous apprendre à communiquer, mais en guérissant quelque chose de totalement meurtri en soi, on va être beaucoup plus ouvert et prêt à communiquer. Donc si c'est par là qu'il fallait passer, maintenant si Madame elle ressent profondément le besoin même de revivre des choses qui l'ont marqué ou de les ressentir pour pouvoir s'en débarrasser, c'est vraiment... Mais en fait, il y a quelque chose que moi je trouve de très important, parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend très tard et dont vous avez touché un peu là en parlant, c'est d'arriver à décerner ce qu'on mérite de recevoir comme jugement. C'est-à-dire que quand monsieur il dit la toxicité d'un message, ça c'est vraiment important parce qu'en fait quand on est faible et fragile et encore une fois qu'on n'a pas d'amour pour soi-même, tout ce qui va être dit va être emmagasiné et ça va s'accumuler comme et en fait il faut apprendre très vite à savoir ce qu'on mérite de recevoir et à ce qu'on doit repousser. Parce qu'il y a des choses, on les mérite quand même malgré tout. Mais il y a des choses, c'est l'autre qui est en train de déverser tout son problème sur nous-mêmes. Et si on ne fait pas la part des choses, c'est vrai qu'on s'englue dans un chaos. Vous savez le faire? Vous y arrivez maintenant? Vous savez le faire? Moi, j'ai un privilège énorme, c'est que ma méthode, effectivement, c'est le cinéma. J'en ai une aussi, en fait. En tant qu'actrice, c'est évident qu'avec les personnages, j'ai trouvé là un moyen de communication que je n'avais pas trouvé dans ma vie. Et que certainement, si j'ai été propulsée dans mon histoire, dans mon destin, vers le cinéma et que je m'y suis totalement accrochée, c'est parce que j'ai trouvé là un lieu où je pouvais communiquer ce qui m'était impossible dans la vie réelle. Et qui pourra peut-être par la suite me ramener à un moyen de communication plus, quand je dis plus vivant, c'est-à-dire plus ancré dans la réalité, ce qui est pas mon cas, parce que dans ma vie, elle est dans les réels du cinéma, qui est pour moi totalement ma réalité, mais qui est un problème de communication, en fait, bien évidemment. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez résolu le problème pour lequel vous étiez allé à ce stage au moment où c'est en train. C'est un travail c'est de conscientisation, justement, d'une blessure réveillée, donc il faut que j'en fasse le tour. Non, au boulot, quoi. Je l'ai symbolisé, j'ai préparé la lettre pour mon ami, mais tout ça doit se faire. Oui, ça demande un travail. Je crois que cette méthode, à moi, elle m'a permis de changer pas mon histoire, mais mon regard sur mon histoire.
Donc toutes les méthodes qu'on a évoquées, dont la vôtre, évidemment sur le www.france5.fr, rubrique psychologie, et de l'autre côté, Martin Rubio. Martin, est-ce que nous avons des questions? Oui, toujours dans la catégorie un petit peu des limites. C'est une question qui illustre qu'en fait les mauvaises habitudes, on a du mal à s'en débarrasser, y compris quand on lit la littérature sur la question. Et je vous ai sélectionné spécialement une intervention d'Isabelle des Yvelines qui nous écrit « J'ai l'impression que l'on ne se comprend plus avec mon mari, qu'il ne me comprend plus. Il est devenu dur, intransigeant. À toutes nos discussions, il me cite que je devrais lire Jacques Salomé. Ainsi, je n'aurais pas eu une telle réaction, je n'aurais pas dit tel truc. » Donc là, il y a de la mauvaise utilisation de ce qu'on a. Ah ben oui. Dans un livre, ça se lit, ça ne se jette pas. Je suis un peu comme un moniteur d'auto-école. Je tente de montrer quelques règles de conduite, mais si 5 ans après, la personne tue quelqu'un sur la route, c'est sa responsabilité. Vous savez qu'il y a un parallèle. On communique aujourd'hui comme si on circulait chacun en fonction de ses désirs, de ses propres règles et de ses propres codes. Alors vous voyez la cacophonie ou l'incompréhension ou la souffrance. Je défends l'idée que, au fond, toute la communication humaine consiste en 4 démarches. Demander, donner, recevoir, refuser. Voilà, tout est là. Wow. Mais c'est la complexité. La question va être comment je demande. Est-ce que je demande avec des exigences déguisées? Parce que si je prends le risque d'une demande, il faut que je prenne le risque de la réponse de l'autre. Bon. Comment est-ce qu'également je reçois? Est-ce que je reçois en disqualifiant, en minimisant? Ou est-ce que j'amplifie, j'accueille? Comment également j'apprends à me définir en disant non? Non pas en rejetant l'autre, mais en me positionnant au fond. Quand on dit non, on devrait dire je ne dis pas non contre toi, je dis non pour moi, pour pouvoir me respecter. Et comment j'apprends à donner, mais comment j'apprends à donner sans mettre l'autre en dette, sans le culpabiliser. Donc c'est un champ immense. Et mon rêve, ce serait qu'un jour on apprenne la communication à l'école comme une matière à part entière. Donc vous voyez, c'est une approche pédagogique, une approche qui relève de l'auto-formation et de notre responsabilisation. Je pense que c'est important qu'on soit très clair, parce que pour ceux qui cherchent des solutions, on se pose des questions. L'éventail est immense. La personne qui est avec vous, elle n'est donc pas psy, elle est formatrice? Elle est psychologue de formation, même elle était psychothérapeute, mais elle est maintenant formatrice en relations humaines. D'accord, donc il s'agit bien pas d'aller traiter des choses du passé, mais d'essayer d'acquérir une attitude. Dans l'ici et maintenant, vous savez, il y a 4 grandes relations. Oui. En amont, les relations avec nos parents. On les aime, mais elles sont chargées de contentieux. En aval, les relations avec les enfants, quand on en a. Pour moi, elles ont été essentielles. C'est symbolique ce que je dis. Du côté du cœur, les relations amoureuses, les relations intimes, et du côté droit, plutôt du rationnel, les relations sociales et professionnelles. Et puis si on a des croyances un peu au-dessus, les relations avec le divin. Voilà au fond les 5 grandes relations qui structurent toute notre relation à la vie, toute notre relation au monde. Moi, je travaille sur les 4 premières. En amont, en aval, les relations conjugales ou amoureuses et les relations professionnelles ou sociales. Quand vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui on est dans un monde totalement assisté où effectivement tout le monde va chercher sa méthode pour essayer de se réparer, c'est aussi qu'avant on ne s'écoutait pas soi-même dans la douleur ou la souffrance qu'on pouvait avoir et qu'il y avait c'était une autre démarche, c'était une autre forme d'existence et qu'aujourd'hui de la même façon qu'on essaye d'écouter les enfants et de faire attention à ce qu'ils disent en disant attention on fait erreur en voulant les prendre que quand ils ont 20 ans parce que la construction est bien en amont, de la même façon que l'adulte non plus n'était pas... Il n'y avait pas un égocentrisme comme ça qui faisait que d'un seul coup il disait je souffre et je vais faire quelque chose par rapport à ça. Avant il disait je souffre et c'est mon histoire et c'est comme ça. Et encore. Je vous rappelle donc toutes les méthodes sur le www.france5.fr. Merci 1000 fois à vous Brigitte d'être venue jusqu'à nous. Bon vent donc pour... J'ai adoré les je vous invite à remettre... je vous invite à vous remettre mon au revoir et à bientôt. On le disait pas plus tard qu'il y a un instant, la psychologie se niche partout. Et qui d'entre nous, ça je mets à peu près n'importe qui au défi, n'a pas déjà craqué pour un gadget relaxant, massant, planant, pour nous sortir de la dure réalité de la vie et des corps et nos corps meurtris par les journées harassantes. Vous m'avez compris, ce n'est pas Florence Servan-Schreiber qui nous dira le contraire. Voilà, je vous présente Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence. Bonjour Maïtena. Chaque semaine, vous allez tester un peu des produits, mais pas seulement des habitudes, des choses qu'on nous propose. Et cette semaine, de quoi s'agit-il? Alors cette semaine, je suis allée jouer au jeu du Tao. Qu'est-ce que c'est donc? Alors le jeu du Tao, ce sont des parties qui se déroulent dans des restaurants ou dans des lieux qui ont été loués pour l'occasion. Et après le speed dating de l'an dernier, où on avait 7 minutes pour se rencontrer, je crois que j'ai trouvé le deep dating, qui est la rencontre en profondeur.
C'est un jeu au cours duquel on va définir une quête, un désir ou un souhait que l'on souhaite réaliser. On en fait part à ses co-participants. Ça se joue à 4 sous la bienveillance d'un Tao animateur qui est là pour veiller à ce que tout se déroule bien, à ce que les propos soient positifs, à ce que les quêtes soient positives. Alors, on peut choisir de changer de métier, on peut choisir de devenir non-fumeur et non pas d'arrêter de fumer. On peut évidemment venir pour trouver l'âme sœur. Il faut dire que 80% des gens qui jouent au jeu du Tao ont envie de se trouver un chéri dans la vie. Parce que ça veut dire qu'on ne vient pas avec ces 3 partenaires, on les rencontre sur place? On les rencontre sur place, voilà. Ce sont on va s'inscrire sur Internet bien, ou au téléphone et on vous dit où a lieu la prochaine partie. On s'y inscrit, on s'y rend et on rencontre des gens formidables. Alors une fois que j'ai défini ma quête, je vais avoir 4 directions possibles pour l'explorer. La première est « Que cherches-tu » On se tutoie au jeu du Tao. Bien sûr. La seconde, c'est quelles sont mes armes pour l'obtenir. La troisième, c'est quelles sont mes peurs et les obstacles que je dois surmonter. Et enfin, quel est le prix que je suis prête à payer. Et il faut dire tout ça devant les autres qu'on ne connaît pas? Non seulement on va dire tout ça, mais instantanément, la conversation est intime, instantanément, la conversation est vraie, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, ce que vous faites, l'âge que vous avez, ce qui compte, c'est votre désir. Pour tout vous dire, j'ai joué avec 3 messieurs, non pas parce que c'était des messieurs, mais je les ai trouvés extrêmement séduisants parce qu'ils exprimaient leur désir. Et quelqu'un qui exprime un désir est quelqu'un d'appétissant. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai joué à la même table que mon mari, qui était un des messieurs appétissants. Et il faut dire que la manière dont nous avons communiqué au cours de ce jeu nous a ouvert, je dirais pendant 2 bonnes semaines, une plage d'harmonie et de communication comme nous n'en avons pas toujours l'habitude de vivre au quotidien, comme le quotidien malheureusement reprend le dessus. Ça s'est arrêté au bout de 15 jours? Alors ça s'est arrêté au bout de 15 jours, nous pouvons retourner jouer ou peu importe ce qui s'est passé pour nous, le moment est très intime, le moment est très précieux, le moment est très différent. Voilà. Et ça se joue dans un restaurant? Alors oui, il faut absolument s'inscrire, puisque ce sont des parties. Il faut savoir que les parties sont gratuites. On va payer le coût du repas, éventuellement, si repas il y a. Et en revanche, on peut faire un don en fonction du plaisir qu'on y a pris. On trouve ça partout en France? Alors, il y a des parties qui sont organisées partout en France, également en Belgique et en Suisse. Le tout est d'aller sur le site internet ou de téléphoner pour savoir où ont lieu les parties. C'est une partie, Anne? Nous sommes 4. Allez, allons-y. On n'a pas le temps, mais j'aimerais bien essayer. Ça vous tente pas, non? Si, ça doit être... non, ça me fait... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut immédiatement se déshabiller, en fait, quoi. Ah oui, c'est ça. Et donc, parfois, ça peut... Alors, on peut avoir peur d'avoir... Oui, on n'est pas déshabillé, je crois qu'on est juste sincère. Jacques, ça vous tenterait? Oui, je ne cherche pas l'âme sœur, j'ai trouvé. Non, mais autre chose. Vous pouvez chercher un appartement, ça marche aussi. Ah, génial. J'ai une attente, moi, je voudrais manger moins vite. Je voudrais me respecter sur ce plan. Non, le Tao ne peut pas vous aider là-dessus. C'est pas possible. Je ne sais pas si le Tao peut aider Jacques, mais les participants le pourraient peut-être. Merci mille fois, Florence. Merci beaucoup, Anne Parillo, d'avoir été avec nous. Moi, je peux m'abonner à l'émission. C'est vrai. Écoutez, soyez la bienvenue. Je crois qu'on aura compris 2-3 choses grâce à votre présence également, Jacques Salomé. Donc merci, j'ose vous le dire. Et je vais retrouver tout de suite Claude Almos. Bonjour Claude. Bonjour Maïtena. Traditionnellement on dit Claude Almos qu'on ne présente plus, je vais pourtant le faire. Vous êtes psychanalyste et vous allez dans cette émission répondre au courrier que vous allez nous adresser, puisque Osez se parler bien sûr, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas à l'adresse qui s'inscrit juste là. Voilà, c'est notre adresse et vous pouvez nous envoyer vos questions. Claude répondra. Alors on va commencer, Claude, avec une lettre d'une jeune femme qui ne précise pas son âge, mais qui nous dit qu'elle est en thérapie depuis 2 ans. C'est une lettre qui vient de Besançon. Cette jeune femme s'appelle, enfin en tout cas nous l'appellerons Caroline. Elle nous écrit suite à 2 licenciements successifs, dont un avec harcèlement moral. Je n'arrive plus à retrouver du travail. J'échoue à tous les entretiens parce que j'ai peur évidemment que ça recommence. Je m'interroge sur mes capacités à retravailler et sur mes motivations pour mon métier. Dois-je en changer? Je suis complètement désorientée. C'est visiblement ce qui ressort de cette lettre, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, cette lettre est vraiment intéressante parce que Caroline situe parfaitement l'origine de son problème. Elle dit que tout a commencé avec ses licenciements et en même temps, elle n'en fait rien.
C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a posé ça, elle passe à autre chose, elle cherche des raisons ailleurs, elle s'interroge sur ses motivations, sur ses capacités, etc. Évidemment, elle est complètement désorientée. Or, il n'y a vraiment pas à passer à autre chose, parce que 2 licenciements successifs et du harcèlement moral, ça suffit largement en tant que tel à casser, si on peut dire, la carrière professionnelle de quelqu'un, parce que c'est vraiment une épreuve psychologique encore plus difficile qu'il n'y paraît. Alors qu'est-ce qui peut se passer pour elle en particulier et pour quelqu'un en général qui se retrouverait dans cette situation? Je crois qu'on peut dire en gros qu'il y a 2 niveaux. D'abord, il y a un premier niveau qui est conscient. Un licenciement, c'est un rejet. On vous dit qu'on veut plus de vous. Et c'est un rejet extrêmement violent parce qu'on vous dit qu'on veut plus de vous parce que vous n'êtes pas comme il faut, pas conforme, etc. Donc c'est extrêmement meurtrier pour l'image qu'on peut avoir de soi-même. Évidemment, c'est encore pire quand, comme pour Caroline, ça se passe 2 fois de suite. Et c'est pire encore quand c'est assorti, comme dans son cas, de harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a là quelqu'un qui prend son pied à vous signifier que vous n'êtes pas seulement rien, vous êtes moins que rien. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais il y a aussi un deuxième niveau qui, lui, est en grande partie inconscient et qui est l'ensemble des situations traumatisantes de l'enfance, les humiliations, les rejets, etc., que ce type d'événements peuvent faire ressurgir pour quelqu'un. Alors évidemment, si le poids des 2 niveaux s'accumule, on s'écroule et on n'en sort pas. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner à Caroline, parce qu'en plus elle est en thérapie, c'est vraiment de réfléchir très précisément dans le détail à tout ce que ces événements ont pu lui faire revivre. C'est un travail qui est long, qui est besogneux, évidemment qui est douloureux, mais vraiment qui est très efficace. On parle d'estime de soi là, c'est ça? Absolument. D'accord. On se retrouve la semaine prochaine, vous aurez d'autres réponses à d'autres questions. N'hésitez pas à nous les adresser donc à notre adresse et bien entendu sur le site de l'émission www.france5.fr, rubrique psychologie. On se retrouve bien entendu dimanche prochain. Dimanche, nous continuerons toujours de parler d'estime de soi, puisque nous allons essayer de nous réconcilier avec notre corps. Alors, ça a l'air d'être un bien grand mot comme ça, et pourtant, je ne sais pas si vous vous croisez dans une vitrine, dans une devanture et que ça vous met mal à l'aise, ou alors vous avez une fixette sur vos cheveux, sur votre nez, vous trouvez que vos bras sont trop grands. Bref, vous êtes mal dans votre peau. Le mot a l'air tout simple, et pourtant, ça n'est pas rien, il se cache quelque chose derrière. Se réconcilier avec son corps, ce sera le thème de psychologie dimanche prochain. On compte sur vous pour le numéro 2 de psychologie dimanche à 14h sur France 5. Merci Claude. Merci. Au revoir. Tout de suite.